C'était une démonstration de force, le Davos russe. Une occasion pour Poutine de rencontrer dirigeants et figures économiques, tout en réitérant son discours sur la puissance russe. Mais l'Ukraine vient juste de le transformer en humiliation. La ville natale de Poutine, Saint-Pétersbourg, brûle à la veille d'un forum économique qui signifie tout pour le dirigeant russe. Leningrad s'est embrasé. Tout ce que Poutine peut faire, c'est regarder. Et s'il est honnête avec lui-même, Poutine saura qu'il mérite tout cela, et bien plus encore. Pour l'Ukraine, il ne s'agissait pas seulement d'humilier Poutine sur la scène mondiale. Il s'agissait de se venger d'un massacre russe impardonnable. La matinée du 3 juin était censée être spéciale pour Poutine. Il devait passer la matinée à se préparer pour l'un des plus grands événements du calendrier russe, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, SPIF. Poutine a réussi à maintenir ce forum pendant toute son invasion de l'Ukraine, et l'édition 2026 sera la 5e organisée en temps de guerre. C'est un événement qui a une longue histoire, une exposition phare de la puissance russe, créée en 1997 et qui, depuis 2006, se tient spécifiquement sous l'égide du président russe, où il peut être utilisé comme un mécanisme permettant à Poutine de nouer des relations et de renforcer l'économie de la Russie. Les chiffres vous disent tout ce que vous devez savoir sur la raison pour laquelle Poutine accorde autant d'importance à cet événement. Ce n'est pas uniquement car le SBF a lieu à Saint-Pétersbourg, la ville natale de Poutine, même si cela lui donne une place spéciale dans le cœur du président russe. C'est un événement qui, selon le site officiel du SBF, a accueilli 24 200 personnes provenant de 144 pays lors de son édition 2025. Le SBF de cette année-là aurait abouti à la signature de 1084 accords, pour une valeur totale d'environ 87,8 milliards de dollars, et il a accueilli plus de 1300 experts et intervenants. Le SBF n'est pas une petite exposition sans importance. C'est crucial pour Poutine, qui veut montrer que la Russie reste une puissance économique mondiale. Et le SBF de 2026 sera encore plus important que d'habitude. Parmi les invités de plus de 130 pays selon la BBC, il y a une délégation américaine discrète présente. La délégation est petite mais significative. Un membre de l'administration Trump sera présent, marquant la première fois qu'un représentant des États-Unis assiste à l'événement depuis plusieurs années, rapporte le Kyiv Independent. Nous vous disons tout cela pour bien faire comprendre que SBF 2026 compte énormément pour Poutine. L'Ukraine le savait. Et le matin même où Poutine s'est levé et a essayé de se préparer à rencontrer des chefs d'entreprise et des délégués du monde entier, l'Ukraine a frappé en plein cœur de Saint-Pétersbourg. Le matin du 3 juin, les habitants de Saint-Pétersbourg se sont réveillés au feu, à la fumée et aux frappes de drones ukrainiens. Poutine espérait que la guerre qu'il a lancée ne serait pas évoquée. Désormais, plus de 20 000 participants ne parleront que de cette guerre. Les panaches de fumée à Saint-Pétersbourg rappellent que la guerre de Poutine continue, même s'il tente de séduire les élites mondiales. Le président russe a été humilié. Un homme qui s'efforce de cacher les dégâts infligés par l'Ukraine ne peut que voir son pays se démanteler. L'Ukraine n'a montré aucune pitié alors que ses drones se sont abattus sur Saint-Pétersbourg dans les premières heures du 3 juin. Selon le Kyiv Post, la principale cible était le terminal pétrolier JSC de Saint-Pétersbourg, l'une des plus grandes installations pétrolières du nord-ouest de la Russie. Astra a confirmé, grâce à des vidéos et témoignages, que c'était bien le lieu de l'humiliation de Poutine. L'Ukraine n'aurait pu viser meilleure cible en ce jour, où la Russie voulait montrer sa puissance économique et signer des accords. Le terminal en feu se trouve à seulement 17 km du centre de congrès Expo Forum, où se tient le SBF 2026. C'est aussi volontaire que tout ce que fait l'Ukraine. Aucun participant ne pourra échapper à la vue de la fumée du terminal pétrolier JSC Pétersbourg. Poutine ne pourra pas prétendre que tout cela est simplement la routine habituelle. Ceux qu'ils tentent de séduire voient eux-mêmes ce que l'invasion de Poutine apporte à la Russie. Économiquement, ce port en flammes reste vital pour la Russie. Le Kyiv indépendant indique qu'avec un débit de 12,5 millions de tonnes par an, il figure parmi les plus grands terminaux de stockage et d'exportation de carburant russes. Les produits dits pétroliers sont acheminés par rail, voies fluviales et routes puis expédiés mondialement, probablement vers de nombreux pays présents au SPF 2026. Certains délégués au SPF 2026 envisagèrent peut-être des accords pétroliers avec Poutine. Ils devront désormais y réfléchir à 2 fois. Difficile de faire confiance à la Russie sur ses promesses pétrolières quand on garde en tête l'image d'un port en feu. La Russie est aussitôt passée en mode crise. Alexandre Drozdenko, gouverneur de l'oblast de Leningrad, et chargé par Poutine de préserver le récit autour de la ville natale du président, tente déjà de transformer l'humiliation de Poutine en succès russe.
Il affirme que les mêmes défenses aériennes de Saint-Pétersbourg ont repoussé l'attaque de l'Ukraine, attaque qui, selon lui au départ, impliquait 3 drones, mais qu'il a ensuite porté à 30 drones. Quelqu'un semble avoir du mal à accorder sa version des faits. Les chiffres augmentent-ils parce que Drozdenko doit justifier la forte présence de feu et de fumée à Saint-Pétersbourg? Bien sûr, nous ne sommes pas étrangers aux affirmations de la Russie selon lesquelles elle aurait intercepté chaque drone que l'Ukraine envoie sur son territoire. Drozdenko a au moins eu l'intelligence de ne faire aucune déclaration concernant les débris de drones, qui, par hasard, frappaient précisément les cibles que l'Ukraine voulait atteindre. Même s'il l'avait fait, cela aurait aidé. Malgré toutes ces affirmations sur les interceptions, il ne peut détourner l'attention de la réalité observée par les participants du SBF 2026. Après tout, cette réalité est déjà largement diffusée sur les réseaux sociaux russes. La chaîne Telegram Toronto TV a partagé une compilation de la récente catastrophe infligée par l'Ukraine à Poutine. Vidéo après vidéo montre les conséquences. Elle montre 3 colonnes de fumée s'élevant du terminal pétrolier JSC Petersburg, indiquant que plusieurs drones ukrainiens ont réussi des frappes directes. Une autre montre un incendie majeur au terminal, dégageant de la fumée partout. On entend les défenses aériennes russes tirer en rafale dans cette vidéo, tandis que le bourdonnement d'un drone ukrainien reste audible après les tirs. Dans une autre vidéo, la première scène apparaît sous un autre angle. C'est immense, impossible à ignorer. Un monument à l'attaque menée par l'Ukraine contre la ville natale de Poutine. La même chaîne Telegram propose également une autre information intéressante. À 6h00 le 3 juin, les autorités de Leningrad annonçaient une attaque de 50 drones. Personne en Russie ne semble fournir les bons chiffres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas hésité à ajouter quelques œufs de plus à ceux qui coulent déjà sur le visage de Poutine. Tandis que l'entourage du président russe manipule ses récits, Zelensky a confirmé sur Telegram que l'Ukraine était responsable de l'attaque, réussie comme le montrent les images. Nos frappes à longue portée donnent de bons résultats grâce aux soldats du SBU, SBS, SSO, GUR et du Service national des gardes-frontières. Zelensky a déclaré que des sites majeurs en Russie, dont le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, ont été touchés cette nuit. Zelensky a déclaré qu'il y avait environ 1100 km entre notre frontière avec l'Ukraine et ce site pétrolier russe lié à la guerre. Il y a une petite touche de sel qui est versée dans la blessure de Poutine. La mention des 1100 km est aussi délibérée que tout ce qu'a fait l'Ukraine à Saint-Pétersbourg. C'est un message, à la fois pour Poutine et pour ceux qui assistent à sa conférence économique. Les drones ukrainiens peuvent aller loin et frapper fort. Nulle part en Russie n'est sûr. Même la ville joyau choisie par Poutine pour accueillir des milliers de personnes n'y échappe pas. Mais peut-être que les plus grands signes que les choses ont vraiment mal tourné au SBF 2026, comme si l'incendie ravageur et la fumée impossible à se manquer ne suffisaient pas, c'est ce qui se passe à l'aéroport Polkovo de Saint-Pétersbourg. La Russie a été contrainte d'activer ce que le Kyiv Post appelle le plan de sécurité Kova à l'aéroport, qui devait accueillir certains des participants du SBF 2026 d'Ukraine. De nombreux vols sont perturbés, plus de 10 départs ont été retardés ou annulés. Ceux arrivés à l'aéroport avant la conférence ont vu la panique et savent qu'en cas de nouvelles attaques de l'Ukraine, ils pourraient rester bloqués à Saint-Pétersbourg plus longtemps que prévu. C'est encore le même message, voilà la réalité de la guerre menée par la Russie. La vraie fumée derrière les écrans créés par Poutine et ses acolytes. Et ne vous y trompez pas, l'Ukraine veut que ceux qui se dirigent vers le SBF 2026 sachent que d'autres actions peuvent et vont suivre. Le Kyiv indépendant rapporte que le SBU ukrainien a publié une déclaration après l'attaque, où il a joué un rôle clé. Un avenir stable signifie des incendies réguliers, dans les raffineries, dépôts et terminaux pétroliers, d'où le Kremlin tire des pétrodollars pour financer son agression, a déclaré le SBU avant son avertissement. Plus la Russie choisit la guerre plutôt que la paix, plus les installations qui la soutiennent partiront fréquemment en flammes. En d'autres termes, le terminal pétrolier JSC Petersburg brûle aujourd'hui, et d'autres drones arriveront bientôt pour le maintenir en feu. Ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg visait clairement à humilier Poutine. C'était bien plus que cela. L'Ukraine a incendié la ville natale de Poutine par vengeance. La Russie a fait quelque chose de tellement diabolique qu'une réponse devait être apportée. Plus de 20 000 personnes vont découvrir cette réponse. Mais avant d'expliquer pourquoi l'Ukraine voulait se venger, rappelons-le, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton. Sur le plan de l'humiliation, les frappes de l'Ukraine du 3 juin ne sont que les dernières d'une série d'embarras que le président russe a dû encaisser en mai.
Le mois a commencé avec le déprimant défilé du jour de la victoire 2026 qui s'est tenu sous la menace de frappes de drones et a transformé ce qui devait être une nouvelle démonstration de la puissance russe en un événement morose, où la Russie n'a exhibé aucun des équipements qui sont habituellement le point fort de la journée. Ce mois-ci, les frappes ukrainiennes sur le pétrole russe ont causé des pénuries de carburant en Crimée, obligeant les habitants à se rationner car les raffineries brûlent. Avant même le 3 juin, Poutine aurait eu du mal à attirer les hommes d'affaires internationaux, alors que son peuple se plaignait des drones au-dessus d'eux. Mais l'humiliation n'était que la première étape de l'objectif ukrainien le 3 juin. La seconde visait la vengeance. Pour le comprendre, il faut voir ce que la Russie a fait le 2 juin. La Russie a lancé ce jour-là une attaque dévastatrice de missiles et drones sur toute l'Ukraine. Al Jazeera rapporte que le nombre final de projectiles était de 656 drones et 73 missiles qui ont visé Kiev, ainsi que les villes de Dnipro, Kharkiv, Poltava et Zaporizhia. L'Ukraine a fait tout ce qu'elle pouvait pour arrêter l'assaut. Les défenses aériennes du pays ont agi de manière admirable, abattant 602 des drones et 40 des missiles russes. La Russie voulait infliger un maximum de dégâts avec cette attaque. Selon l'Atlantic Council, plus de 30 des 73 missiles lancés étaient balistiques, faisant du 2 juin l'une des plus grandes attaques balistiques de la Russie contre l'Ukraine depuis l'invasion de Poutine. Les dégâts étaient ce que la Russie voulait obtenir, et les dégâts sont ce que la Russie a obtenu. Poutine n'a pas ciblé les infrastructures, mais les civils ukrainiens. Al Jazeera rapporte au moins 22 morts et des dizaines de blessés après l'attaque russe. Selon le Conseil de l'Atlantique, les victimes dépassent 100. Et il indique que la frappe russe du 2 juin représente une escalade de la campagne russe contre les civils ukrainiens. Cela a déjà entraîné 15 850 morts et 44 809 blessés à la fin du mois d'avril, selon le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Comme le SBF, c'était une autre façon pour la Russie de projeter sa puissance. Alors que le forum récemment perturbé par l'Ukraine célébrait la force économique russe, l'attaque du 2 juin visait à terroriser et à prouver que la Russie peut frapper les villes ukrainiennes avec des missiles balistiques et tuer des civils. Comme souvent en Russie, l'intention diffère de la réalité. Poutine veut paraître puissant, mais le 2 juin montre surtout son désespoir. L'invasion terrestre de la Russie s'effondre, alors que Poutine reçoit de nombreux dignitaires à Saint-Pétersbourg. Malgré une offensive de printemps et d'été visant à faire tomber l'Ukraine, la Russie n'a fait aucun réel progrès sur le champ de bataille durant les 5 premiers mois de 2026, tandis que les hommes de main de Poutine subissent près de 35 000 pertes par mois. Ces revers ont affaibli la tentative du régime de Poutine de présenter la victoire russe en Ukraine comme inévitable. Au contraire, l'ambiance à l'intérieur de la Russie semble désormais évoluer pour le pire, de plus en plus de personnes remettant en question la sagesse de l'invasion, et doutant que Poutine puisse encore atteindre de manière réaliste ses objectifs maximalistes en Ukraine, rapporte le Atlantic Council. Le 2 juin était censé remettre la Russie au sommet, montrer au monde, avant le SBF 2026, que la Russie est toujours la force que Poutine prétend qu'elle est. Au lieu de cela, tout ce que Poutine a réussi à faire, c'est donner à l'Ukraine une raison supplémentaire de frapper sa ville natale. Chaque civil tué par les missiles et drones russes motive l'Ukraine à faire souffrir Poutine. L'humiliation de la Russie, incapable de protéger une infrastructure clé dans l'une de ses villes majeures, est déjà considérable. Comme l'explique John Foreman, ancien attaché de défense britannique à Moscou et à Kiev, au Kiev Independent. Au lieu de pouvoir projeter un récit de victoire inévitable et de force, c'est l'inverse qui est vrai, et cela n'échappera pas aux participants. Peut-être que plus important que le message aux participants du SBF 2026, c'est le résultat. Un terminal d'exportation brûle davantage de pétrole russe. Cela signifie moins de ventes de pétrole, et donc une baisse des revenus taxables par le Kremlin. L'objectif est vraiment d'affaiblir la Russie sur ce front. Couper la bouée de sauvetage économique qui passe par Saint-Pétersbourg joue un rôle là-dedans, et le timing s'est simplement aligné pour permettre à l'Ukraine d'infliger une double dose de revanche et d'humiliation que Poutine ne peut rien faire d'autre qu'avaler. Ceux qui observent les attaques à longue portée de l'Ukraine contre la Russie peuvent se demander « Qu'en est-il des autres frappes ?» Si vous vous posez cette question, vous êtes perspicace. Aussi spectaculaire soit la destruction d'un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg, l'Ukraine a déjà montré qu'elle ne vise pas une seule cible en envoyant ses drones longue portée en Russie. Le terminal pétrolier JSC de Saint-Pétersbourg faisait partie des nombreux sites touchés les 2 et 3 juin. Selon la Pravda, des drones ukrainiens ont aussi frappé l'oblast de Tambov en Russie, situé à environ 500 km du front. Là-bas, ces drones ont directement frappé une usine à Mitchourinsk,
impliquée dans la fabrication d'équipements pour les systèmes de contrôle des avions et missiles russes. Plus précisément, l'usine produit des capteurs MP-95 qui sont utilisés dans les missiles de croisière KH-101 russes, ainsi que des gyromoteurs nécessaires aux capteurs utilisés dans le missile KH-59. On voit encore une intention délibérée. Le 2 juin, la Russie a causé des morts civiles avec des missiles et des avions. La réponse de l'Ukraine a été de neutraliser l'une des usines responsables de la fabrication de l'équipement, dont ces types d'armes ont besoin pour rendre de telles attaques possibles. Pravda rapporte aussi que les autorités russes disent avoir abattu plus de 20 drones ukrainiens près de Moscou depuis le 2 juin au soir. Nouveau message à Poutine. Même si les principaux dégâts touchent sa ville natale, l'Ukraine veut lui rappeler qu'elle peut frapper le cœur du pouvoir présidentiel avec ses drones. À présent, la ville joyau de la Russie est en flammes, et alors que Poutine tente de prononcer son discours d'ouverture habituel, il saura que le Davos russe est un échec. Les flammes et la fumée sont déjà visibles. Les participants à la conférence savent que toute démonstration de force de Poutine est un mensonge. Une ville à plus de 1000 km de l'Ukraine a été touchée. Cela signifie que rien n'est sûr en Russie et que le monde entier le sait désormais. Mais franchement, des boules de feu qui engloutissent les villes les plus importantes de la Russie, ce n'est rien de nouveau pour Poutine. Ce que nous venons de voir à Saint-Pétersbourg est l'un des nombreux exemples de la campagne à longue portée qui s'intensifie et que l'Ukraine mène contre la Russie en 2021. Il y a seulement quelques semaines, l'Ukraine a fait quelque chose de similaire. Après une frappe brutale sur Kiev ayant causé 24 morts, l'Ukraine a riposté au centre de Moscou, détruisant une raffinerie de pétrole russe et démontrant la puissance de ses drones. Des infrastructures militaires majeures ont été frappées dans plusieurs régions. Une campagne déjà meurtrière est devenue dévastatrice. Découvrez tout dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour suivre nos reportages sur les frappes ukrainiennes en Russie. Merci de votre attention.